propose à l'Assemblée de passer à la conférence suivante. Madame Hélène Goran-Ponsard, conseillère du général Coots pour la Nouvelle-Calédonie et le Pacifique, va nous parler de la place des États insulaires au cœur des enjeux du Pacifique, en s'appuyant en particulier, par exemple, des Fidji. Nous conserverons le même dispositif pour les questions. Madame. Ayant une carte blanche, j'ai choisi de m'éloigner un peu des collectivités ultramarines du Pacifique, qui sont le sujet central de ce colloque, pour évoquer leurs voisins, c'est-à-dire les États insulaires océaniens, et plus particulièrement l'un d'entre eux, la République des Fidji. Oui, c'est ce que je fais. Ces États sont au cœur des enjeux du Pacifique, comme vient de le rappeler la récente visite aux Fidji du chef de la diplomatie américaine. Pendant les quelques heures qu'il a passées à Nandi, Anthony Blinken a eu des entretiens bilatéraux avec les autorités fidjiennes, mais aussi un échange multilatéral avec ses homologues des 18 membres de la principale organisation politique de la région, le Forum des îles du Pacifique. Les gouvernements de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ont participé à cette réunion dans le cadre des compétences que ces collectivités françaises partagent avec l'État en matière de relations extérieures. L'admission, en 2016, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française comme membres à part entière du Forum des îles du Pacifique, avec le soutien de la France, a constitué une étape majeure de l'intégration de ces collectivités dans leur environnement régional, le forum ne réunissant à part elle que des États souverains. Pour la France, les 3 collectivités d'Océanie, auxquelles s'ajoute l'île de Clipperton au large du Mexique, représentent un atout majeur dans le jeu d'influence qui se joue dans le Pacifique. Depuis quelques années, les puissances, grandes et moyennes, déploient des stratégies pour l'Indo-Pacifique ou spécifiquement pour le Pacifique, ou spécifiquement pour le Pacifique. Collectivement, les États insulaires océaniens répondent à ces initiatives en tant que Blue Pacific. Cette identité du Pacifique bleu a été officiellement affirmée en 2017 par les chefs d'État et de gouvernement des membres du Forum. Elle met en évidence l'identité maritime des États océaniens et le rôle qu'ils entendent jouer collectivement pour protéger et gérer leur océan, le Pacifique, au-delà des zones économiques exclusives, et pour faire face ensemble aux défis communs, notamment ceux liés au changement climatique et à la détérioration de la biodiversité. De plus en plus, les États océaniens se considèrent et sont perçus comme de grands États maritimes, riches de ressources marines et reliés par la mer, et non plus comme de petits États isolés et faibles. Dans le cadre de la maritimisation du monde, les espaces maritimes dont ces États disposent sont indéniablement des atouts qui contribuent à leur donner une confiance renforcée en eux-mêmes. Ensemble, les États océaniens, réunis au sein du Forum des îles du Pacifique, redéfinissent leurs priorités, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles des puissances, en particulier en matière de sécurité. Ces priorités ont été présentées dans la déclaration de Boe sur la sécurité régionale, validée par les chefs d'État et de gouvernement des membres du Forum des îles du Pacifique lors de leur sommet annuel de 2018 à Nauru. Cette déclaration décrit un environnement sécuritaire régional de plus en plus complexe et un contexte géopolitique dynamique. Elle affirme le droit souverain de chaque État à conduire ses affaires nationales sans ingérence extérieure ni coercition. Les dirigeants océaniens répètent volontiers que leurs États veulent être amis de tous, ennemis d'aucun. L'une des caractéristiques de ce Blue Pacific est le refus d'avoir à choisir un camp dans la rivalité de plus en plus intense entre les États-Unis et la Chine. Depuis longtemps, les États océaniens, dans leur majorité, entretiennent des relations étroites avec la Chine et sont liés à elle par un partenariat stratégique global, même si 4 d'entre eux, les Marshall, Nauru, les Palau et les Tuvalu, continuent de résister aux incitations et aux pressions de Pékin, entretiennent des relations diplomatiques avec Taïwan et n'en ont donc pas avec la République populaire de Chine. Les nouvelles routes de la soie passent par le Pacifique Sud. De nombreuses infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et numériques des îles d'Océanie
sont développées dans ce cadre, suscitant l'inquiétude d'autres partenaires quant aux possibilités de leur double usage civil et militaire au profit de Pékin. J'en profite pour souligner qu'aux Nations Unies, les États insulaires océaniens font partie du groupe des États d'Asie et du Pacifique, qui était jusqu'en août 2011 le groupe des États d'Asie et dont le nom a changé sur l'initiative de la Chine. L'Australie et la Nouvelle-Zélande appartiennent au groupe des États d'Europe occidentale. Parallèlement, les États océaniens entretiennent des partenariats étroits avec les puissances démocratiques régionales, en particulier l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'engagement ou le réengagement des États occidentaux, en particulier celui des États-Unis, est accueilli positivement. Il est indéniable que les États-Unis sont une puissance du Pacifique comme ils le revendiquent. Pour autant, la coopération de défense et de sécurité des États insulaires, longtemps conduite exclusivement avec les États-Unis et leurs alliés, se développe désormais aussi bien avec la Chine, sauf pour les 4 alliés de Taïwan, évidemment. Il y a, depuis quelques mois, des attachés de défense chinois aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ce contexte, les États insulaires océaniens structurent leurs échanges entre eux et avec les partenaires extérieurs au travers d'organisations et de mécanismes de dialogue. Les 3 sous-régions de l'Océanie disposent chacune d'une enceinte spécifique de dialogue politique et de coopération. La plus ancienne, le groupe Fer de lance mélanésien, s'est fixé des objectifs dans le domaine de la défense et de la sécurité qui tardent à se préciser, à se concrétiser. Les projets les plus précis concernent l'engagement commun dans les opérations de maintien de la paix ou dans les interventions humanitaires post-catastrophe. Sur les 14 États insulaires océaniens, il n'y en a que 3 qui ont une armée, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Tonga, qui sont tous les 3 dans la zone de responsabilité du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. Les autres n'ont qu'une police dotée d'une composante maritime. La déclaration de Boe sur la sécurité régionale affirme que le changement climatique est la principale menace qui pèse sur les moyens de subsistance, sur la sécurité et sur le bien-être des populations du Pacifique. En conséquence, pour le Forum des îles du Pacifique, la sécurité est un concept étendu qui met l'accent sur la sécurité humaine, en particulier l'assistance humanitaire, et sur la sécurité environnementale. Les priorités s'expliquent par la vulnérabilité de ces États aux conséquences du dérèglement climatique et aux phénomènes météorologiques et telluriques, comme l'actualité récente l'a encore montré. Plusieurs d'entre eux figurent en tête du classement mondial de vulnérabilité, établi en fonction de critères tels que l'exposition au phénomène, la fragilité des infrastructures et le manque de moyens des États pour gérer les désastres. Pour autant, les dirigeants océaniens ne sont pas naïfs. Ils savent qu'ils ne peuvent pas ignorer le contexte géopolitique et géostratégique et ils tirent parti, avec plus ou moins de réussite, des atouts qui sont les leurs. En particulier, ils disposent sur la scène mondiale d'un poids politique bien supérieur à celui de leur population et de leur superficie terrestre. Ces voix sont une ressource pour des États qui n'en ont pas beaucoup d'autres. Et s'il y a une voix océanienne que l'on entend beaucoup sur la scène mondiale, c'est bien celle des Fidji. La République des Fidji est un État de Mélanésie qui a une superficie terrestre comparable à celle de la Nouvelle-Calédonie et une population plus de 3 fois supérieure. Son revenu national brut par habitant est l'un des plus élevés de la région et le classe parmi les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, mais son économie, basée sur le tourisme, a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19. Les Fidji sont le hub de l'Océanie. Nadi est de loin la destination océanienne la mieux desservie par les compagnies aériennes. Suva concentre les missions diplomatiques, les sièges des organisations régionales et les bureaux des agences internationales. On y trouve notamment le secrétariat général du Forum des îles du Pacifique, le principal campus de l'Université du Pacifique Sud et une antenne de la communauté du Pacifique forte de 2 fois plus d'agents que le siège de Nouméa. Pour résumer quelques grandes étapes de l'histoire des Fidji depuis les premiers contacts avec l'Occident, on peut rappeler la cession de l'archipel à la reine Victoria par le roi Thakombau le 10 octobre 1874. Vous voyez à l'écran, au milieu, le casse-tête offert par Thakombau à la reine Victoria en signe d'allégeance. Cet objet a été orné de décors d'argent avant d'être offert, mais auparavant, il avait été l'arme de guerre personnelle de Thakombau, avait causé la mort de beaucoup d'ennemis et porté le nom de la protectrice, car les casse-têtes des grands guerriers fidjiens portaient des noms, comme les épées des chevaliers du Moyen-Âge.
Une autre étape déterminante a été l'acheminement, entre 1879 et 1916, de plus de 60 000 travailleurs indiens sous contrat, dont environ 20% de femmes. Une grande partie de ces personnes est restée aux Fidji à l'issue du contrat et y a fait souche en tant que communauté, au point qu'au début des années 1920, le recensement de la population montrait que près de 40% des habitants des Fidji étaient ces Indiens. Les Fidjiens mélanésiens restaient majoritaires. Il y avait aussi une petite proportion de colons et de fonctionnaires britanniques et de personnes d'autres origines, dont des Chinois, comme partout ailleurs dans le Pacifique. Lors de l'accession de la colonie à l'indépendance, en octobre 1970, les Indiens étaient devenus majoritaires. Le système politique mis en place a préservé la prééminence des Mélanésiens en limitant l'accès des non-autochtones aux mandats électifs et aux postes à responsabilité. Des collèges électoraux séparés assuraient aux Mélanésiens la maîtrise du pouvoir politique, mais les Indo-Fidjiens dominaient l'économie. La Constitution garantissait, d'une certaine manière, la primauté du peuple premier. Les Fidjiens de souche, héritiers d'une forte tradition combattante issue des temps précoloniaux et d'une expérience militaire moderne forgée sur les champs de bataille des grands conflits, constituaient aussi l'essentiel des effectifs de la petite armée que le gouvernement du nouvel État utilisa très vite comme un outil de rayonnement en l'engageant dans les opérations de maintien de la paix sous mandat onusien ou non. Le développement rapide du pays paraissait harmonieux malgré l'évolution parallèle des Fidjiens mélanésiens et des Indo-Fidjiens, au point que le pape Jean-Paul II, en visite à Suva en novembre 1986, a pu dire que les Fidji étaient ce que le monde devait être. Cependant, 6 mois plus tard, la victoire aux élections d'une coalition emmenée par le Parti travailliste a marqué la fin de cette période paisible. Le dirigeant travailliste, le Dr Bavendra, à la différence des autres hommes politiques fidjiens, n'était pas un chef coutumier. Il attirait beaucoup de Fidjiens de roturiers, se sentant exclus de la politique menée depuis l'indépendance, qui favorisait les chefs au détriment de leurs sujets. Lorsque Timothy Bavendra a été nommé Premier ministre, de nombreux Fidjiens mélanésiens ont craint de voir leurs intérêts et leur suprématie diminuer au profit des Indo-Fidjiens, qui détenaient déjà un large pouvoir économique. Le 14 mai 1987, le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka, qui était le chef des opérations de la petite armée fidjienne, a opéré un coup d'État et pris le pouvoir. Son opération a été parfaite. Pas une goutte de sang n'a été versée. Sitiveni Rabuka avait été formé, entre autres, à l'école de guerre indienne, où il avait rédigé un mémoire sur les coups d'État militaires. Il était aussi membre d'un clan de guerriers traditionnels. Il était de son devoir de préserver le pouvoir coutumier. Il a mis en place une nouvelle constitution, assurant aux Mélanésiens le contrôle du pays, ce qui a eu pour conséquence une forte émigration de la communauté indienne, suivie de difficultés économiques durables pour le pays. Devenu général, il a gardé le pouvoir jusqu'en 1999. Il a progressivement assoupli son régime et rétabli des droits des Indo-Fidjiens. En 1999, des élections libres ont permis la formation d'un gouvernement dirigé cette fois par un Indo-Fidjien, Mahendra Chaudhry. Pour les Mélanésiens ethno-nationalistes, cette situation était encore moins acceptable que celle de 1987. En mai 2000, le gouvernement Chaudhry a été renversé par un nouveau coup d'État destiné à rétablir la suprématie politique des Mélanésiens. Non seulement cela n'a pas été un coup d'État militaire, mais au contraire, les putschistes ont trouvé sur leur chemin le commandant de l'armée, le commodore Frank Bainimarama, qui a instauré la loi martiale, fait échouer le coup d'État et rapidement rendu le pouvoir à un nouveau gouvernement de transition. Le Premier ministre intérimaire, l'économiste Laïsénian Karassé, n'a pas suivi cet exemple. Il s'est accroché au pouvoir, s'est présenté aux élections suivantes en 2001 et a été élu, puis réélu en 2006. Il a conduit une politique privilégiant les Mélanésiens à laquelle le commandant de l'armée s'est vivement opposé, s'appuyant sur la Constitution qui confiait à l'armée la responsabilité d'assurer la sécurité, la défense, mais aussi le bien-être de leur population. C'est encore le cas. La Constitution actuelle contient la même disposition et cette mission est rappelée de manière ostensible sur le site internet des Republic of Fiji Military Forces. Le 5 décembre 2006, après avoir longuement mis en garde le gouvernement Karassé, le commodore Bainimarama l'a renversé et pris le pouvoir
tout en continuant à commander l'armée. Le Parlement a été dissous et dès les premiers mois du gouvernement militaire, une charte populaire a été élaborée qui posait les bases de la refondation du pays. On peut dire, je pense, que jusqu'à ce moment-là, le régime en place aux Fidji confiné à l'apartheid. Une transformation politique et sociale majeure a été décidée et mise en œuvre. Les mentions de l'appartenance ethnique ont disparu des papiers d'identité et de tous les documents officiels. Désormais, tous les citoyens des Fidji étaient officiellement des Fidjiens. Le terme n'était plus réservé aux Mélanésiens, pour lequel était désormais utilisé le terme traditionnel Itokei. Le gouvernement Bainimarama, largement composé de militaires, a fait l'objet de critiques et de sanctions internationales sévères, mais il a poursuivi sa politique de mutation de la société autour du principe de l'égalité absolue de tous les citoyens. Pour lui, les descendants des travailleurs indiens, victimes de l'histoire, devaient être des citoyens à part entière au même titre que les Mélanésiens et les personnes d'autres origines, dans le cadre de ce que l'on appelle en Nouvelle-Calédonie le destin commun. Frank Bainimarama et son gouvernement ont aussi reconfiguré avec succès la politique étrangère des Fidji, de manière à compenser par d'autres soutiens le retrait des partenaires traditionnels, au premier rang desquels l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. L'économie s'est maintenue et le développement social a été accéléré. Une nouvelle constitution de la République des Fidji est entrée en vigueur en septembre 2013. À la différence des trois qui l'ont précédée, elle consacre l'égalité de tous les citoyens. Pour autant, des droits particuliers sont reconnus à la communauté mélanésienne, dont les terres, notamment, continuent d'être une propriété collective inaliénable, même si des dispositifs sont prévus pour faciliter leur mise en valeur. Début 2014, le Premier ministre Bainimarama a mis fin à sa carrière militaire avec le grade de contre-amiral. Il a annoncé que des élections auraient lieu en septembre, fondé un parti politique, Fiji First, et conduit une campagne électorale active. En septembre 2014, des élections déclarées crédibles par les observateurs internationaux se sont tenues. Ces observateurs étaient nombreux et coordonnés par l'Australie, dont personne ne pouvait penser qu'elle avait un parti pris pour le gouvernement Bainimarama. Ces élections ont légitimé l'action du gouvernement militaire des 8 années passées. La participation a été très importante, 84%. Il y a eu moins de 1% de bulletins blancs ou nuls. Le parti Fiji First a recueilli près de 60% des suffrages, un score qu'aucun mouvement politique fidjien n'avait jamais atteint, contre 28% au principal parti d'opposition. Pour la première fois dans l'histoire des Fidji, les Mélanésiens, qui constituaient alors la majorité de la population, avaient cessé de suivre massivement les consignes de vote des chefs coutumiers ethno-nationalistes et de l'Église méthodiste. Les élections suivantes, en 2018, ont été remportées moins facilement par le parti Fiji First, mais le Premier ministre Bainimarama a été légitimement reconduit dans ses fonctions. Sans attendre la légitimation populaire nationale, le gouvernement avait continué sa diplomatie active et efficace, obtenant des résultats remarquables. En particulier, l'accueil du Premier ministre indien, Narendra Modi, et du président chinois, Xi Jinping, pour des rencontres bilatérales et des sommets régionaux, mais aussi la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU et celle de la 23e conférence des Nations unies sur le changement climatique, la COP23. Depuis l'indépendance du pays, il y a un peu plus de 50 ans, on assiste à une continuité de l'action des Fidji sur la scène mondiale dans le domaine de la protection et de la gestion des océans. Dans les années 1970, l'ambassadeur Satya Nandan a été un contributeur majeur de l'élaboration du droit international de la mer et notamment de la création du concept des zones économiques exclusives. Il a été, de 1994 à 2008, le premier secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins, l'organisme intergouvernemental chargé d'organiser et de contrôler toutes les activités relatives aux ressources minérales des fonds marins et les activités connexes, exploitation et transport, dans la zone internationale des fonds marins, c'est-à-dire en dehors des zones économiques exclusives. L'ambassadeur Peter Thompson, un autre diplomate fidjien, est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'océan depuis que cette fonction a été créée en 2017. Il était à Brest la semaine dernière pour le sommet sur l'océan, One Ocean Summit. Le gouvernement fidjien a saisi l'occasion de cet événement organisé par la France pour renouveler son appel à un moratoire international sur l'exploitation des ressources minérales sous-marines. En conclusion,
Les Fidji jouent un rôle particulier dans le Pacifique, mais les autres États insulaires, chacun dans son genre, sont également importants. Collectivement, le Blue Pacific est une force avec laquelle il faut compter, comme le prouve l'intérêt que lui portent toutes les puissances, grandes et moyennes. Le déplacement du centre de gravité de la planète vers l'Indo-Pacifique et l'importance des océans dans l'évolution environnementale, stratégique et économique du monde mettent les États insulaires au cœur de ces enjeux au-delà du Pacifique. Pour la France, disposer en Océanie de morceaux de son territoire national est un atout au potentiel certain. Pour les enseignants de la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, il me semble que l'exemple des Fidji peut utilement contribuer à illustrer le thème de la démocratie et celui des dynamiques des puissances internationales des États. Je suis prête à répondre à vos questions. Madame, une première question. Vous avez montré la place des Fidji sur l'échiquier international, ses relations avec la Chine. On a vu à un moment dans une de vos photos des Russes. Pouvez-vous nous parler des relations des Fidji avec la Russie et pourquoi pas élargir sur le rôle de la Russie dans la zone plus particulièrement pacifique qui est celle que vous nous avez présentée? Avant la chute du mur de Berlin, l'Union soviétique avait tenté très activement d'établir une base navale dans le Pacifique. Les tentatives sont très documentées, les approches notamment vis-à-vis du gouvernement tongien, du roi des Tonga, du gouvernement fidjien, du gouvernement du Vanuatu. Mais cela n'avait pas été couronné de succès. Il y avait eu un effort collectif et un consensus pour refuser ces approches. Ensuite, Moscou s'est moins intéressé à la région. Il y a eu un retour d'intérêt de la Russie quand cela a coïncidé avec l'intérêt que les Fidji ont eu à cette relation parce que leur pays était placé au banc de la communauté internationale par ses partenaires traditionnels. On a vu donc Sergueï Lavrov venir à Suva en février 2012. Il rencontrait ses homologues océaniens et développer les relations avec le gouvernement fidjien. Le Premier ministre Bainimarama a été reçu l'année suivante à Moscou avec FAST. Les relations ont continué à se densifier jusqu'à ce qu'en février 2016, la Russie livre aux Fidji 11 conteneurs d'équipements militaires russes. Après cela, les Fidji ayant été, après les élections démocratiques, réintégrés dans le concert des nations, la Russie se comportant de manière de moins en moins acceptable pour un gouvernement redevenu démocratique, ces relations se sont de nouveau distendues. Cela étant, il y a des intérêts russes partout dans la région. Il y a des bâtiments, y compris des bâtiments militaires russes qui sont venus à proximité de la Nouvelle-Calédonie, notamment à l'occasion du G20 à Brisbane en 2014. Et le navire-école Perekop était en escale à Port Moresby il y a 2 ans. Donc, je pense que les intérêts des États étant fluctuants, il peut y avoir de nouveau des rapprochements, sachant qu'un certain nombre d'accords ont été établis, et notamment des exemptions réciproques de visa à une époque où cela avait un intérêt pour certains États océaniens. Merci madame. Vous avez présenté les Fidji comme un hub de la région. Est-ce uniquement un hub, comme vous montrez la carte, de transport d'avions, ou est-ce également un hub en termes de transport maritime? Est-ce un hub dans un sens plus large? Absolument, c'est un hub au sens de l'ensemble des communications, et notamment, beaucoup de grands navires de transport déchargent aux Fidji une partie des marchandises qui sont ensuite réparties par des moyens plus petits à d'autres États insulaires du Pacifique, dont la population et les échanges économiques ne justifient pas les escales de grands cargos et porte-conteneurs. Et c'est aux Fidji aussi que se situe
le noyau de redistribution d'une bonne partie des carburants. Par exemple, les carburants au Tonga viennent des Fidji. La principale importation fidjienne, ce sont les hydrocarbures, mais pas seulement pour la consommation fidjienne, notamment aussi parce que c'est à partir de là que c'est redistribué dans la région. Mais c'est une question que le directeur général adjoint de la communauté du Pacifique peut prendre au moins aussi bien que moi. Et en termes de certains États, certains petits États, on le voit vendre des passeports, tentent de devenir des paradis fiscaux. Est-ce quelque chose qui se généralise au sein des États insulaires du Pacifique? Et quel cela peut-il avoir comme conséquence? Parce que le général parlait par exemple de terrorisme au sein de la zone Pacifique. Alors, ce phénomène de la vente des passeports n'est pas une caractéristique du Pacifique et n'est pas un phénomène récent. Dans notre région, et j'ai évidemment assez facilement tendance à envisager la région comme la zone de responsabilité permanente du commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des exemples dans les années 70 et 80 au Tonga, et une partie des Tongiens d'origine chinoise qui vivent au Tonga en ce moment ont obtenu la nationalité tongienne lors d'un épisode de vente de passeports dont les conséquences scandaleuses se font encore sentir. Il y a d'autres États, il y a un dispositif au Samoa d'acquisition de la nationalité par investissement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Mais bien sûr, le cas le plus connu, c'est celui du Vanuatu, parce que les différents dispositifs d'acquisition de la nationalité par investissement qui ont été mis en place à partir de 2014 et dont un programme est particulièrement destiné aux ressortissants chinois, est devenu la principale source de revenus du pays et qu'on en a entendu parler récemment puisque la Commission européenne a proposé que l'Union européenne suspende l'accès sans visa à l'espace Schengen aux détenteurs de passeports vanuatais obtenus depuis 2015. Donc, c'est un sujet évidemment et qui, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie en particulier, est important dans la mesure où, en dehors donc, de l'accès au territoire européen, les détenteurs de passeports vanuatais peuvent entrer en Nouvelle-Calédonie sans visa. Or, évidemment, ça a pu être envisagé comme un moyen pour les ressortissants d'États malveillants de faire entrer ici des ressortissants sous couvert de nationalité vanuataise. Cela, vous nous avez dit que les États océaniens étaient maintenant considérés comme de grands acteurs grâce à la biodiversité présente dans leurs eaux. Pouvez-vous nous parler des droits de pêche? Quel est l'enjeu autour des droits de pêche? Donc, il faut distinguer les zones économiques exclusives dans lesquelles les États riverains, comme leur nom l'indique, disposent de l'exclusivité des droits d'exploitation, et la haute mer, dans laquelle il y a une réglementation, mais plus souple, gérée par des commissions régionales de gestion des pêches. En ce qui concerne les zones économiques exclusives, qui, dans notre région, dans le Pacifique Sud-Ouest, qui est l'environnement de la Nouvelle-Calédonie, constitue l'essentiel des espaces maritimes. Donc, dans ces zones économiques exclusives, les situations sont extrêmement différentes selon les États. Certains vendent des licences de pêche de manière extrêmement intense et contrôlent peu. D'autres vendent moins et contrôlent mieux et poursuivent et sanctionnent les contrevenants. Mais ce sujet-là aussi sera beaucoup mieux traité par le directeur adjoint de la CPI. Et pour revenir au droit de pêche, c'est peut-être aussi le général nous parlait de coopération entre les différents pays et dans le rôle des forces armées, en particulier les forces armées de Nouvelle-Calédonie. Effectivement, les forces armées de la Nouvelle-Calédonie, comme celles de l'Australie, enfin les forces armées françaises en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, comme les forces armées de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et les gardes-côtes américains,
sont réunis au sein d'un dispositif qu'on appelle le Pacific Quad, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a une collaboration extrêmement intense avec l'Agence des pêches du Forum des îles du Pacifique. Ces 4 États, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, sont les seuls fournisseurs d'aide à la surveillance des pêches des États insulaires du Pacifique en dehors des moyens propres de ces États. Et cette coopération est un élément très important de la coopération régionale et de la protection de ce qui est le moyen de subsistance et l'environnement immédiat des États insulaires du Pacifique. Je vous propose, madame, merci beaucoup pour votre intervention. Il était prévu de reprendre la 3e conférence du directeur adjoint de la CPS à 20h50. Je vous propose qu'on fasse une pause de 10 minutes et qu'on reprenne à 20h35, si on peut gagner un peu de temps sur le… Je ne sais pas ce qu'en pense notre auditoire à Montpellier.